Les débats à la télévision sont souvent d'un niveau pitoyable à cause de leur découpage, à cause de la façon dont les gens se coupent la parole les uns aux autres. Le niveau de tolérance ne cesse de baisser et que le nombre et l'étendue des opinions qu'il est interdit d'exprimer ne cesse de grandir. Mais l'une des raisons pour lesquelles la démocratie est malade dans un pays comme la France, c'est qu'elle est malade d'une presse qui est devenue uniforme, voire inexistante, s'agissant de presse écrite, et qui, s'agissant de radio et de télévision, est largement dominée par des intérêts qui n'ont rien à voir avec ceux de l'information, et de toute façon, qui habitue les gens à ne plus lire et à ne plus lire et à moins penser par eux-mêmes. Dominique Jamais, journaliste depuis plus d'un demi-siècle, constate une disparition de la presse d'opinion et une perte de la responsabilité des médias qui sont dominés par des grosses fortunes ou de gros intérêts. Bonjour, Monsieur Dominique Jamais. Bonjour. Bienvenue à l'émission Esprit français. Merci. Est-ce que tout d'abord, vous pouvez, s'il vous plaît, vous présenter? Si je peux me présenter? Bien volontiers. Écoutez, je suis journaliste depuis plus d'un demi-siècle, ce qui ne me rajeunit pas, mais j'ai conservé de mon métier une curiosité toujours en éveil sur le monde tel qu'il va et tel qu'il ne va pas. Bon, j'ai travaillé dans plusieurs... Si vous voulez en savoir davantage? Allez-y. Bon, j'ai travaillé dans à peu près tous les journaux de la presse quotidienne française, successivement au Figaro, à l'Aurore, au Quotidien de Paris, à France Soir. Et j'ai participé notamment à une émission qui s'appelait Droit de réponse, je ne sais pas si vous connaissez, de Michel Polac, mais ça fait bien longtemps, et je suis invité régulièrement sur LCI. Voilà. Ok. Mais en fait, justement, comme vous avez dit, vous êtes un grand journaliste. Vous avez commencé votre carrière de journaliste depuis 1958. 1958, exactement. Donc, ça fait plus de 60 ans. C'est impressionnant. Oui, c'est ça. Et normalement, la mission des médias, c'est-à-dire les médias sont les défenseurs de la vérité et de la moralité. Et quel est votre constat de nos médias aujourd'hui? Nous sommes passés d'une société où chaque parti, c'est extraordinaire quand on voit cela, on en a complètement perdu l'habitude, on ne l'imagine même plus. Nous sommes partis en France d'une société où entre les deux guerres, tous les partis, sans aucune exception, avaient leur presse. Il y avait des journaux communistes, socialistes, chrétiens, centristes, libéraux et d'extrême droite. Si bien que les gens prenaient tout... Enfin, le citoyen ordinaire, le quidam, voyait le matin dans son kiosque à journaux s'étaler toute la presse et toutes les opinions. Et lorsqu'il y avait de grandes crises sociales ou politiques, les gens achetaient l'Humanité, qui était le journal du Parti communiste, l'Action française, qui était le journal de la droite, le Populaire, qui était le journal des socialistes, l'Aube, qui était l'organe des démocrates chrétiens, pour avoir des opinions différentes et savoir quoi en penser. Et donc, on avait une presse qui, étant représentative de toutes les opinions, habituait les gens à connaître déjà et à accepter des opinions différentes et à comprendre qu'une démocratie fonctionne sur le pluralisme et non pas sur l'uniformité. Voilà. C'est dommage, en fait, les multi-opinions médias sont disparus. Exactement. À l'heure actuelle, on est exactement à l'inverse. Et voyez comme on s'habitue facilement à une situation malsaine. Personne n'y pense puisque c'est comme ça. Mais à l'heure actuelle, il n'y a pas un parti politique qui est un média ou un journal ou un média pour le représenter. C'est tout à fait anormal. Ça vient de quoi, d'après vous? Ah ben parce que tous les journaux politiques ont fait faillite et qu'ils ont été rachetés par des hommes d'affaires.
Ça vient du fait aussi que la presse écrite n'a pas cessé de décliner. Et que les gens ont perdu l'habitude qu'ils avaient justement. Il y a, là ça remonte à longtemps, hein, mais il y a 100 ans, la France avait 40 millions d'habitants, aujourd'hui elle en a 68, 67. Il y avait en France 2 ou 3 journaux qui tiraient chaque jour à plus d'1 million d'exemplaires. Et il y avait ce qu'on appelait les quotidiens nationaux. À Paris, il y avait une trentaine de quotidiens chaque matin. C'est pour ça que je vous parlais de la responsabilité des citoyens eux-mêmes. Les gens ont cessé d'acheter les journaux ont fait faillite, les gens n'ont plus de journaux, ils sont livrés pour la plupart ils sont très largement livrés ils sont dépendants de l'information telle que la leur donne la radio et la télévision, voire les réseaux sociaux, ce qui appelle beaucoup de critiques et beaucoup de reproches. Donc, l'une des raisons, pas la seule, mais l'une des raisons pour lesquelles la démocratie est malade dans un pays comme la France, c'est qu'elle est malade d'une presse qui est devenue uniforme, voire inexistante, s'agissant de presse écrite, et qui, s'agissant de radio et de télévision, est largement dominée par des intérêts qui n'ont rien à voir avec ceux de l'information, et de toute façon, qui habitue les gens à ne plus lire et à moins penser par eux-mêmes. En fait, en gros, vous avez senti cette évolution des médias. Il y a eu une perte de responsabilité de chercher à la vérité. Vaste sujet, mais disons, pour redire la même chose autrement, disons que la plupart des gens qui travaillent dans les médias sont moins persuadés qu'ils l'étaient autrefois qu'ils peuvent changer le monde. Ils font cette partie de leur métier qui consiste à raconter le monde, mais leur foi, leur confiance dans la mission de la presse est quelque chose qui est allé diminuant sans cesse. En d'autres termes, le journalisme, qui est un métier où l'on est censé mieux connaître les choses, mieux savoir les choses que le passant, que le premier passant venu, est un métier que l'on peut faire en restant convaincu d'un idéal ou en ayant un but, ou qu'on peut faire en parfait cynique, en se contentant d'être le témoin de son époque, sans vouloir d'aucune manière, ou sans s'imaginer d'aucune manière qu'on peut la changer. Est-ce que vous avez senti que les médias aujourd'hui ne représentent de moins en moins de l'opinion publique? Vous avez tout à fait raison, votre question vient à point, car on est passé progressivement d'une époque où, un peu naïvement, dans mon pays, en tout cas la France, il y avait une expression qui revenait constamment dans la conversation des gens, c'était « je l'ai lu dans le journal ». Et si je l'ai lu dans le journal, c'est vrai. Et aujourd'hui, vous avez très peu de gens qui disent « je l'ai lu dans le journal, c'est vrai », ou « je l'ai entendu à la radio, c'est vrai », ou « je l'ai vu à la télévision, c'est vrai ». Vous avez de plus en plus de gens qui disent « je l'ai lu dans le journal, mais je me méfie de mon journal. Je l'ai entendu à la radio, mais je me méfie de la radio. Je l'ai vu à la télévision, mais je me méfie de la télévision ». C'est-à-dire que il y a eu une époque où, à la fois, beaucoup plus de gens d'aujourd'hui admettaient qu'un journal soit au service d'une idéologie, mais étaient certains et exigeaient que le journal était là pour dire le monde tel qu'il est. Et aujourd'hui, vous avez autant de gens qui aimeraient savoir ce qui se passe, mais beaucoup plus qui sont convaincus que la façon dont les différents médias reflètent la réalité est biaisée, qu'elle n'est pas honnête, que les différents médias, presse écrite, radio, télévision, sont au service d'intérêts, de puissance, de buts qui ne sont pas essentiellement l'information et la morale.
Mhm. En fait, justement, aujourd'hui, notre thème principal, notre sujet principal, c'est le contrôle des médias. Oui, Par exemple, par rapport à l'opinion publique, il y a un bon exemple, c'est dans les élections aux États-Unis. Pour les élections aux États-Unis, il y a quand même la moitié des électeurs qui soutiennent Trump. Mais la quasi-totalité des médias qui comptent Trump. oui. Donc c'est un phénomène pas normal. Et quelle est votre analyse? L'exemple que vous donnez, et qui est valable pour les États-Unis, est également valable en France. C'est-à-dire que la distorsion entre la popularité de Donald Trump, qui est suivi et approuvé par à peu près la moitié de la population des États-Unis, et la façon dont la presse reflète ou reflétait la présidence de Trump est tout à fait évidente. Je vais prendre un autre exemple, et puis je ne perds pas de vue ce que vous dites. Mais par exemple, en France, la dernière fois que les électeurs français, que les citoyens français ont été invités, ont eu la possibilité, grâce à un référendum en 2005, de se prononcer pour ou contre l'Union européenne, la construction d'une Europe fédérale. Un peu plus de la moitié des Français se sont prononcés contre le fédéralisme européen. Ils souhaitaient que les États, que les nations demeurent. Mais si vous lisez, si vous suivez les différents médias français, qu'ils soient de presse écrite ou qu'ils soient audiovisuels, c'est à peu près 95% de ces médias qui sont pour l'Europe, qui sont fédéralistes. C'est-à-dire que d'aucune manière, ils ne reflètent la position, les sentiments, les choix de la population. De la même manière, aux États-Unis, et j'y reviens, il est clair qu'il y a une distorsion, une différence considérable entre l'hostilité générale des médias et des classes supérieures à Trump et les sentiments que une autre moitié de la population a pour Trump. Alors, il se trouve qu'aux États-Unis, en tout cas, mais on pourrait dire la même chose en France. Aux États-Unis, en tout cas, cette différence est liée, est le reflet d'une différence sociale. Car c'est la vérité que les gens les plus diplômés et en général la classe supérieure, la classe peut-être pas la classe dirigeante, les classes les plus aisées, les plus diplômées de la société sont violemment hostiles à Trump. Les grandes villes sont hostiles à Trump. Et ce sont en grande partie des gens plus simples, moins diplômés, éventuellement qui ont plus de difficultés dans la vie, qui sont favorables à Trump. Il est de fait qu'aux États-Unis, comme en France et en général comme en Occident, les influenceurs, les faiseurs d'opinion, que sont les journalistes, que sont les médias, ne vivent généralement pas de la même façon qu'une grande partie des gens auxquels ils s'adressent. Vous avez entendu parler, j'imagine, de la révolte des Gilets jaunes, qui a surpris les médias et les milieux politiques. Elle couvait depuis un long moment et elle a reflété le malaise, le malheur, les difficultés, la précarité, le mécontentement, la perte de confiance de toute une partie de la population, ce qui avait, semble-t-il, pendant longtemps, échappé à ceux dont le métier est pourtant de percevoir et d'analyser les mouvements de l'opinion. Lorsqu'en France, le général de Gaulle, fondateur de la Ve République, s'est présenté à l'élection présidentielle au suffrage universel, puisque jusqu'alors les présidents de la République en France n'étaient pas élus au suffrage universel. Il a été étonné, humilié de recueillir au premier tour de l'élection présidentielle seulement 45% des voix.
car il pensait, vu ses états de service, vu son œuvre, vu ses ambitions pour la France, il pensait qu'il méritait mieux que cela. Il pensait qu'un homme comme lui, le général de Gaulle, ça ne peut pas avoir moins de 55-60% des voix, etc. Et le général de Gaulle a été le dernier à obtenir ce chiffre-là. Depuis la mort du général de Gaulle, tous les présidents de la République qui ont été élus en France ont été élus, vous savez que c'est un scrutin à 2 tours, ont été élus en obtenant au premier tour 30% des voix, 28% des voix, 20% des voix. À l'heure actuelle, nous avons un président en France, président de la République, qui au premier tour de l'élection présidentielle avait obtenu 24% des voix. Cela signifiait que 76% des électeurs n'avaient pas voté pour lui, 74% des votants, 76% des votants n'avaient pas voté pour lui, donc ça n'était pas leur premier choix. Il a été élu au deuxième tour avec la majorité absolue, puisqu'il n'y a plus que 2 candidats. Mais il est, ce faisant, l'image, le symbole de la déperdition de confiance dans le monde politique et de la déperdition de légitimité des élus. Car quelqu'un qui est élu président de la République, ce qui en France lui donne en principe un grand pouvoir, quelqu'un qui est élu et qui a contre lui au premier tour 76% des votants et qui en plus est élu alors qu'il y a 30% d'abstention, est quelqu'un qui n'est pas très légitime pour diriger son pays. Le temps où les majorités politiques, parlementaires, éventuellement présidentielles, correspondaient à des majorités dans le pays, ce temps est révolu et il y a là un signe ou un signal extrêmement alarmant pour le bon fonctionnement de la démocratie. Vous voyez, nous aurons en France une élection présidentielle l'an prochain, en 2022. Et tout semble annoncer que les 2 candidats qui arriveront en tête auront le premier 24%, le deuxième 22% des votants pour eux. Ça veut dire qu'ils auront le premier 18% des électeurs, compte tenu des abstentions, le premier 18% des électeurs, le deuxième 16% des électeurs. Pour eux, ça n'est pas une bonne base de départ. La démocratie chez nous ne fonctionne pas bien, pour beaucoup de raisons dont je vous parlerai une autre fois. Pourquoi, par exemple, la quasi-totalité des médias en France sont partisans du fédéralisme européen, de l'Union européenne et du libéralisme? Parce que les propriétaires des journaux, des radios, des télévisions ont profité du fédéralisme, du libéralisme, de la concurrence libre et non faussée, etc. Ils sont partisans des échanges parce que les échanges leur profitent, du libre-échange parce que le protectionnisme léserait leurs intérêts, c'est-à-dire que au service de leurs propriétaires, insensiblement, la quasi-totalité des médias ont été acquis, se sont laissés vendre à une idéologie qui sert les intérêts de leurs propriétaires beaucoup plus que les intérêts de leurs lecteurs ou de leurs auditeurs. C'est une idéologie de gauche? Non, ça n'est pas une idéologie de gauche, c'est l'idéologie libérale. Mais vous savez bien que le libéralisme en France n'a pas la même signification qu'aux États-Unis. Les libéraux, disons, ce sont les partisans du capitalisme sans frontières et sans limites. C'est-à-dire les personnes qui contrôlent les médias en France, ce sont des personnes qui sont pour la mondialisation? Exactement, bien sûr. Et par rapport aux valeurs, ce qui défend, est-ce que c'est au contraire à tous les conservateurs? Je n'ai pas compris votre question. Est-ce que, comment dire, aux États-Unis, la majorité des médias ont une tendance vers la gauche et ils sont démocrates. C'est pour ça que tout à l'heure, quand vous dites en France, ils sont pour libéralisme. Pour moi, c'est à peu près la même chose
par rapport aux républicains qui sont plus ou moins conservateurs, qui veulent protéger leur pays, qui défendent l'intérêt de leur peuple. Oui, j'ai compris là. Mais là, vous me faites entrer dans quelque chose d'un tout petit peu compliqué et je vais essayer d'être clair, bien que ce soit difficile. C'est vrai qu'aux États-Unis, les médias, dans leur grande majorité, sont acquis aux démocrates et à leurs idées. Ça n'est pas le cas en France. Mais en France, nous avons une gauche qui, depuis longtemps, est tout à fait acquise aux idées économiques, financières, culturelles de la droite. Donc, on n'a pas du tout, on n'a pas la même séparation claire et nette en France entre les journaux conservateurs traditionnalistes, enfin entre les médias conservateurs traditionnalistes et les médias ouverts progressistes qu'aux États-Unis, parce qu'en France, tous les milieux dirigeants sont d'accord les uns avec les autres pour le fédéralisme, pour le libéralisme, pour le mondialisme, mais ils le font avec des nuances. En France, depuis maintenant des années, la gauche est la gauche sur les idées sociétales, c'est-à-dire naturellement la liberté des mœurs, les minorités sexuelles, comment dirais-je, la procréation médicale assistée, la gestation pour autrui, l'immigration, etc., etc. Et en revanche, sur les bases économiques, financières et politiques d'une société, il n'y a aucune différence entre des médias qui sont orientés à gauche et les médias qui sont orientés à droite, c'est-à-dire que la philosophie générale d'un journal comme Libération, d'un journal comme Le Monde, d'un journal comme L'Observateur et d'un journal comme Le Figaro, d'un journal comme Le Point ou d'un journal comme le Figaro Magazine ne sont pas très différentes. En France, il y a un certain nombre d'années que la distinction entre les idées en matière d'économie, de finance, de société et même de politique, la différence entre la droite et la gauche, c'est un habillage, c'est une comédie, c'est une comédie. Il n'y a pas de différence sensible entre M. Arnaud, qui possède Le Parisien, journal populaire, et M. Bouygues, qui possède TF1, M. Dassault, qui possède Le Figaro, et M. je ne sais qui possède l'Observateur ou Le Monde. Ce sont les mêmes. C'est-à-dire en France, tous les médias défendent la mondialisation. Oui. 90% des médias défendent la mondialisation, alors que je crois qu'une majorité de Français est plutôt hostile à la mondialisation. Est-ce que vous pensez derrière la mondialisation, il y a le communisme? Quelle idée. Expliquez-moi cela. Comment dire? Communisme, il cherche à contrôler le monde. Oui. À l'échelle mondiale, il essaye de contrôler le monde à travers mondialisation. Je comprends maintenant. Mais vous pensez par exemple à la Chine. Hein? Vous pensez à la Chine. Oui, mais aussi... Oui, il se trouve en effet, par une rencontre singulière, que les intérêts à court terme du capitalisme occidental et de la Chine coïncident. Ils sont d'accord pour la mondialisation, ils sont d'accord pour l'échange, les échanges commerciaux et industriels entre la Chine
et le reste du monde, entre le reste du monde et la Chine. Ce sont des commerçants. Enfin, du côté du capitalisme occidental, on a affaire à des commerçants, des industriels, des banquiers, qui voient leurs intérêts et qui n'en demandent pas plus. Du côté de la Chine, il est évident que la politique de mondialisation de la Chine est au service non seulement d'intérêts économiques, industriels, financiers, comme en Occident, mais au service d'une grande entreprise politique qui est d'asseoir progressivement la domination d'un pays qui se dit communiste, mais c'est une autre affaire, hein. Ce serait une longue discussion, mais il s'agit d'asseoir sur le long terme la domination sur le monde d'un pays qui se réclame du communisme et qui pratique un capitalisme surveillé par l'État, une démocratie, comment dirais-je, phagocytée par le parti. C'est une dictature qui n'a de communiste que le nom et les façons de gouverner. C'est pour ça que j'étais interloqué quand vous me parliez de communisme, parce que entre Karl Marx et Xi Jinping, il y a un abîme. Et quel est votre avis sur l'accord France-Chine, pas France-Chine, Europe-Chine, qui vient de conclure le premier accord qui est Écoutez, fait le fin décembre? J'ai bien compris, je ne suis pas un spécialiste de l'économie et je n'ai pas lu dans le détail cet accord. Mais enfin, en gros, cet accord a été sinon imposé, du moins voulu par l'Allemagne, qui est en mesure, enfin qui est désireuse de continuer sur les bases actuelles, c'est-à-dire que l'Allemagne, puissamment exportatrice et bénéficiaire des échanges avec la Chine, souhaite que se développent les relations commerciales, que continuent à se développer les relations commerciales entre la Chine et elle-même. Donc, c'est avantageux pour l'Allemagne, ça ne l'est probablement pas pour la France, et nous en subirons les conséquences dans les années qui viennent, sauf si, pour parler en français et en tant que Français, sauf si la France prend les dispositions nécessaires pour reconquérir son indépendance en termes d'industrie, d'agriculture, dans tous les domaines où peu à peu elle s'est laissée dévorer par la Chine, par des pays émergents. À l'heure actuelle, dans un premier temps, la conclusion de cet accord Europe-Chine est une bonne nouvelle pour les Allemands, une bonne nouvelle pour les Chinois et pas une bonne nouvelle pour la France. Et par rapport à l'usine de Huawei qui va installer en Alsace, et qu'est-ce que vous pensez? D'une manière générale, je pense que la Chine, comme d'autres pays l'ont fait dans le passé, avec les mêmes raisons, pratique un espionnage industriel et extra-industriel généralisé. Donc Huawei, c'est entre autres choses, c'est une des cellules, un des virus que la Chine cherche à introduire en Occident. Mais ça n'est pas propre à Huawei, c'est général. Donc, dans les pays communistes, les médias sont contrôlés par l'État pour lavage des cerveaux. Et est-ce que dans les pays occidentaux, est-ce que vous avez aussi observé cette tendance de contrôle des médias? Peut-être pas par l'État, mais par aussi certaines forces pour manipuler les opinions. Dans les dictatures, autrefois dans les dictatures traditionnelles, plus récemment dans les dictatures de type fasciste ou nazi. Dans les dictatures de type communiste, le contrôle des médias et des esprits fait partie du programme gouvernemental, a toujours fait partie des programmes gouvernementaux, et il est une base essentielle, considérée comme essentielle par les dirigeants, de leur pouvoir, de leur domination, de leur le contrôle des esprits, le contrôle des médias, c'est le contrôle de la population.
c'est ce que l'on en attend. Il n'existe pas en Occident de projet cohérent, généralisé, qui ferait qu'une espèce d'international des grandes puissances financières chercherait à, elle aussi, à dominer les esprits et par là même à asseoir son pouvoir. Les motivations des gens qui contrôlent les réseaux sociaux, qui contrôlent les techniques nouvelles, peuvent être des motivations individuelles, sont certainement des motivations financières, ce ne sont pas, en gros, des motivations à proprement parler politiques. Mais l'intérêt des véritables puissances, enfin, l'intérêt des grandes puissances financières, l'intérêt des groupes multinationaux qui, eux aussi, à leur manière, assoient leur domination sur les démocraties classiques, c'est évidemment de vider le plus possible d'idéologie le débat de la société et de faire en sorte que les gens pensent tous de la même façon et qu'ils soient tous acquis, plus ou moins souplement, qu'ils soient tous plus ou moins acquis au système capitaliste, au système libéral, au libre-échange et à la domination des grands groupes financiers. Ce qui, revenons au point précédent, ce qui rend les choses, ce qui rend l'avenir incertain et qui fait qu'on peut être inquiet des développements à venir dans le monde, c'est qu'on a, chacun à sa manière, deux tentatives, chacune à sa manière, deux tentatives concurrentes, celle de l'État communiste tout-puissant et celle des grandes puissances multinationales. On a deux façons de dominer le monde et de contrôler les cerveaux. Celle des communistes est beaucoup plus brutale, elle est policière, elle prive les gens des libertés les plus élémentaires. Mais le désir de contrôle des esprits pour être tranquille et faire ses affaires tranquillement est quelque chose qui est plus sournois, qui est moins violent et qui n'est pas moins dangereux à long terme que la tentative, que la volonté de domination de régimes comme les régimes communistes. Que souhaitent les grandes puissances financières multinationales? Elles souhaitent faire du business, elles souhaitent faire de l'argent, elles souhaitent faire des bénéfices, elles souhaitent que les gens s'occupent d'autre chose que de la façon dont la société doit fonctionner. Ce n'est pas la philanthropie de tel ou tel, ce n'est pas le mécénat de tel ou tel qui change cela. À l'heure actuelle, il est bien évident, mais c'est un autre sujet que ceux que nous avons abordés jusqu'à présent. À l'heure actuelle, il est bien clair que la puissance de Twitter, d'Apple, leur contrôle des réseaux sociaux ou des moyens de communication est quelque chose d'extrêmement dangereux et d'extrêmement malsain. On voit se dresser à l'intérieur des États et concurremment aux États des puissances qui sont plus riches que bien des États et plus présentes dans la vie de la société que ne le sont les dirigeants politiques. Il y a un glissement du pouvoir politique vers le pouvoir financier qui est quelque chose d'extrêmement malsain et qui participe, puisque c'est de là que nous étions partis, qui participe très largement à la décadence ou à la dégradation des médias, des moyens d'information. Pensez-vous qu'il y a un moyen, il y a une solution, c'est-à-dire avoir un média qui est vraiment indépendant, qui est neutre, qui ne sera pas contrôlé par... Écoutez, la différence capitale entre un régime comme le régime chinois actuel et les régimes qui prédominent en Europe occidentale et aux États-Unis, la différence, elle n'est pas mince, c'est que l'évolution des sociétés et l'évolution des États, elle dépend très largement de ce que les gens décident eux-mêmes. Ce sont les populations. Vous savez, on est toujours responsable. Enfin, dans ces pays-là, les populations portent une large part de responsabilité dans l'évolution de la société. Si les gens étaient, si les citoyens
faisait preuve de plus de civisme, s'ils s'intéressaient davantage à l'évolution politique et sociale, économique, politique et sociale de leur pays, ils pourraient y changer les choses. Ce sont eux qui sont tout puissants, mais ils ne s'en rendent pas compte, ils ne savent pas, et souvent ils laissent filer les choses alors qu'ils en sont les maîtres. Ce sont des maîtres aliénés, ce sont des maîtres qui se conduisent en esclaves. Quand en Occident, on dit je n'aime pas mon gouvernement, mais si on ne l'aime pas, on peut voter contre lui et le renverser pacifiquement. Si l'on dit je n'aime pas tel ou tel média, ben on peut boycotter ce média et se reporter sur un autre. C'est d'ailleurs partiellement ce qui se passe. Mais on constate, comme à toute époque, que nous sommes dans une phase où le scepticisme en matière de politique se traduit plus souvent par un désintérêt, par une démobilisation, par un incivisme, que par une révolution, que par une insurrection, que par même, comment dirais-je, une ardeur citoyenne. À l'heure actuelle, le point commun, on en a déjà parlé au cours de cet entretien, mais le point commun entre la plupart des pays, pas tous, mais la plupart des pays d'Europe occidentale et les États-Unis, c'est une abstention massive, c'est une perte de confiance dans leurs dirigeants et c'est une certaine inertie en matière d'idées, de comportement et d'action. Justement, aujourd'hui, j'ai un petit sujet qui est deuxième sujet qui est lié de la censure des médias, c'est cancel culture qui se passe aux États-Unis. Je fais un exemple. Les supporters de Trump, c'est-à-dire normalement les médias ne doivent pas propager les mensonges et la haine. Mais les supporters de Trump ont rejeté par la société, voire par leur famille, juste en raison de leur opinion politique. Et ça s'appelle cancel culture, c'est-à-dire la culture de suppression. Et ça ressemble beaucoup à la révolution culturelle chinoise, en fait. Ça ressemble beaucoup. C'est la lutte, philosophie de lutte. Est-ce que, pour vous, qu'est-ce que c'est cancel culture? Et c'est quoi la racine de ça? Vaste sujet. On assiste à un phénomène étrange qui est lié fondamentalement au sujet précédent, qui est lié à la perte de légitimité des dirigeants politiques et à la diminution de la confiance des sociétés envers elles-mêmes, de l'accord des sociétés, enfin de l'accord des gens, de l'accord des populations avec elles-mêmes. On assiste à un basculement extravagant qui, partie de la légitime demande de toutes les minorités d'être prises en compte, d'être protégées, d'être prises en considération, d'avoir un accès égal au droit, à la culture, à la politique, à l'histoire, on assiste à un phénomène de prise du pouvoir par toutes les minorités. C'est-à-dire que ce qui, à l'heure actuelle, est en danger, bizarrement, c'est la légitimité des majorités. Les féministes, les antiracistes, les antifascistes, les transsexuels, les homosexuels, les bisexuels, les quadrisexuels, etc., etc., très bien qu'ils existent, mais depuis quelque temps, avec surtout par le biais, n'est-ce pas, des luttes intersectionnelles, les minorités prétendent imposer leurs lois aux majorités et démolir le monde dans lequel nous avons vécu, dans lequel nous vivons et dans lequel elles vivent. La négation de l'histoire, la négation du caractère quand même plutôt, malgré tout le mal que j'en ai dit, quand même plutôt démocratique et plutôt accommodant de nos sociétés, est la base sur laquelle se greffent des revendications extravagantes et une volonté de destruction épouvantable. Lorsque l'on apprend comme l'autre jour que en Californie, on a débaptisé des écoles qui portaient le nom de Washington
Jefferson et Lincoln. On voit bien que cette revendication est une revendication négative, reposant sur un fanatisme et sur une ignorance. Car même si Washington et Jefferson avaient des esclaves, ce n'est pas eux qui avaient institué l'esclavage, et les Américains pourraient, enfin les habitants des États-Unis pourraient leur être reconnaissants de la création de leur propre pays. Même si Lincoln n'a pas été irréprochable sur certains plans, c'est quand même lui qui est à l'origine de l'abolition de l'esclavage. Et l'ignorance ou la négation du passé, de l'évolution, la volonté de juger le passé à la lumière du présent et les grands hommes du passé à la lumière de nos idées d'aujourd'hui est quelque chose de violent et quelque chose d'absurde. Car il n'y a pas un grand écrivain, un grand philosophe ou un grand homme politique, un grand dirigeant à qui l'on ne puisse reprocher 100 ans, 200 ans ou 3000 ans après des comportements, des idées, des actions qui étaient ceux de son temps, de son époque, de son siècle et qui ne sont plus ceux d'une autre. Et est-ce que la racine de cancel culture est marxisme? Non. Non, je ne le crois pas. C'est un phénomène tellement complexe. Le désir légitime des peuples, puisqu'on en parlait, des peuples colonisés ou des ethnies qui reprochent encore aujourd'hui aux Blancs de les avoir colonisés, le racisme indéniable de la société américaine, l'explosion du féminisme, la demande de reconnaissance exacerbée des minorités sexuelles. Tout cela dépasse de loin, ça peut englober aussi des marxistes, bien sûr, mais ça dépasse de loin, c'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus vague, beaucoup plus diffus que le marxisme. Okay. En fait, il y a une phrase très célèbre de Voltaire. Il a dit je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire. Mais apparemment, maintenant, la société n'est plus, a plus le même. C'est-à-dire, les valeurs des gens ont changé. Tout à fait. Il y a, de ce point de vue-là, il y a eu dans des pays, j'y reviens, dans les pays d'Occident et dans y compris les ex-colonies que pouvaient être les États-Unis, l'Australie, le Canada, etc., il y a eu une période ascendante où il semblait, où on pouvait croire, où on pouvait espérer que la civilisation l'emporterait et que sur un point essentiel, cher à Voltaire, qui est la tolérance, que l'humanité apprendrait, commencerait à apprendre et à admettre que l'on puisse avoir des opinions différentes et le droit de les exprimer sans en subir la punition. Et c'est quelque chose qui était très positif et qui faisait justement, comment dirais-je, qui légitimait, qui justifiait très largement la civilisation occidentale telle qu'elle se développait, et cet avantage, ce plus, elle est en train de le perdre. On voit se développer effectivement dans les pays qui se vantaient, à juste titre, d'avoir inventé la démocratie parlementaire, d'avoir inventé la liberté de la presse, d'avoir permis le débat, on voit peu à peu se rétrécir l'espace du débat libre, de la confrontation et de la liberté. Revenons par ce biais au problème de la presse et des médias. Lorsque l'on connaît l'histoire de la presse ou lorsque l'on consulte des journaux anciens, on constate qu'au début du XXe siècle, dans des pays comme la Grande-Bretagne, comme la France, comme les États-Unis, toutes les opinions, je dis bien toutes, pouvaient s'exprimer et que
lorsque elles s'affrontaient, elles le faisaient en des termes polémiques et violents, et même quelquefois, il y avait des duels entre journalistes, mais toutes les opinions s'exprimaient. Dans un pays comme la France, la façon dont Charles Maurras, qui était le créateur de l'Action française, un mouvement royaliste extrémiste, Charles Maurras traînait tous les matins dans la boue, dans son journal, l'Action française, Jean Jaurès, le vénérable père du socialisme français, jamais Jaurès n'a demandé l'interdiction du journal de Maurras, et même Maurras n'a jamais demandé l'interdiction du journal de Jaurès. Aujourd'hui, l'on voit bien que, d'abord, on constate tout simplement, je dirais physiquement, que les débats à la télévision sont souvent d'un niveau pitoyable à cause de leur découpage, à cause de la façon dont les gens se coupent la parole les uns aux autres et n'admettent pas, dans un débat, que celui qui est en face de vous puisse avoir une opinion différente de la vôtre. Mais ce qui est plus grave, c'est qu'il y a dans des pays qui avaient fait de la liberté d'expression, donc de la liberté de la presse, un des aspects, un des piliers essentiels de la société, on recourt de plus en plus souvent à des lois qui ne cessent de rétrécir l'espace de ce qui est permis et à la judiciarisation d'un nombre grandissant de sujets. C'est-à-dire que, on l'a bien vu avec le comportement des patrons des réseaux sociaux vis-à-vis de Trump récemment, on le voit bien en France à la lumière des lois qui interdisent de nier ceci, de nier cela, etc. On voit bien que le niveau de tolérance ne cesse de baisser et que le nombre et l'étendue des opinions qu'il est interdit d'exprimer ne cesse de grandir. Et avant de conclure notre interview, quel est votre message pour les journalistes pour qu'ils reprennent leur responsabilité de rechercher la vérité? Écoutez, je suis donc, pour revenir au début de notre entretien, je suis donc journaliste depuis très longtemps. Et j'ai vu progressivement changer non seulement les techniques, mais la conception même du métier. Lorsque j'ai débuté dans le journalisme, je ne sais pas si vous savez cela, mais il y avait quelques écoles de journalisme, mais la plupart du temps, les journalistes étaient des gens qui étaient devenus journalistes comme ça. Ils avaient des diplômes, ils savaient écrire, ils rêvaient d'aventure, ils apprenaient leur métier sur le tas. C'était des gens, en principe, plus curieux, plus amateurs d'écriture, plus, en principe, ayant plus de connaissances, de curiosité que la moyenne des gens. Mais enfin, je veux dire, c'était un métier qu'on apprenait chemin faisant. C'était un métier où l'on pouvait entrer sans avoir un diplôme. Et puis, progressivement, comme dans d'autres pays, je le crois, le libre recrutement s'est tari, a diminué, puis a pratiquement disparu. À l'heure actuelle, pour devenir journaliste, il faut faire une école de journalisme. Et je n'ai jamais enseigné dans une école de journalisme, mais j'ai été invité 2 ou 3 fois à faire des cours ou à faire un exposé devant des apprentis journalistes. Et je leur disais, c'est pour ça que je n'étais pas réinvité la plupart du temps, je leur disais, oubliez tout ce qu'on vous dit. On vous dit surtout, n'écrivez pas bien, employez des mots simples, pensez que vous vous adressez à des imbéciles, donc soyez très simple. Surtout, ne donnez jamais votre opinion. Vous n'avez pas d'opinion. Vous laissez les gens se faire eux-mêmes leur opinion. Surtout, vous n'écrivez pas personnel, hein, vous écrivez standard. Et je leur disais, moi, je vous conseille exactement le contraire. Si vous avez une opinion, dites-la, vous êtes là pour cela. Si vous avez, le souci d'une écriture personnelle, écrivez de façon originale. Si vous avez des idées à vous, défendez vos idées, etc. Et, je ne me rappelle même plus votre question. Le message pour les journalistes. Ben voilà, c'est ça le message. Je veux dire que c'est un métier qui prend tout son sens si on est libre de l'exercer
dans un journal libre, dans un pays libre. C'est un métier qui demande moins de technicité que de sens de la responsabilité. Un journaliste, à mes yeux, est un citoyen qui a plus de devoirs, car il a plus d'influence, plus de responsabilités qu'un citoyen ordinaire. Un journaliste et les médias, d'une manière générale, les journaux et les autres médias, sont, comment dirais-je, un rouage essentiel de la société. Si on l'abîme, ce qui est le cas à l'heure actuelle, on abîme la société. Okay. Merci beaucoup, Monsieur Jamet. Je vous en prie.